Bonjour à tous. Donc on m'a demandé d'aborder le sujet de l'environnement dans lequel vont devoir évoluer les fintechs dans les prochaines années en 15 minutes, ce qui est un challenge assez important. J'ai choisi donc de vous parler plutôt de qu'est-ce qui a changé sur les 18 derniers mois pour les fintechs et pour le monde en général. 18 derniers mois correspondant au début du cycle de hausse des taux d'intérêt qui en fait est le cycle de hausse des taux d'intérêt le plus rapide et le plus violent de l'histoire, et donc qui n'est évidemment pas sans conséquences pour tous les secteurs de l'économie, et donc celui des fintechs également. Il y a 4 choses qui ont changé fondamentalement et structurellement dans cet environnement. La première chose, c'est que la création de valeur économique dans le monde est en train de pivoter de la génération d'efficience à la génération de résilience. C'est-à-dire que depuis le milieu des années 80 à peu près, donc le moment où la baisse continue des taux d'intérêt a commencé et la mondialisation s'est accélérée avec la chute du mur de Berlin, les entreprises ont été largement aidées par ces vents dans le dos très forts de la baisse des taux et de la mondialisation, et ont été encouragées à optimiser beaucoup de choses. L'endroit où elles produisent dans le monde, l'endroit où elles payent leurs impôts, opérer avec des coussins de capitaux propres les plus faibles possibles, souvent par des rachats d'actions financés par de la dette pour les sociétés cotées, de manière à optimiser le retour sur capitaux propres. Et en fait, d'abord les tensions entre les États-Unis et la Chine, puis la crise de la Covid, puis la guerre en Ukraine, en fait, montrent que ce modèle ultra optimisé, qui a été construit quand même beaucoup sur de la dette financière et aussi de la dette écologique, en fait est fragile. Et que la génération de valeur, dorénavant, se fera par création de résilience plus que par création d'efficience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises vont devoir produire plus proche du consommateur, donc on parle de re-onshoring ou friendshoring, vont devoir payer leurs impôts là où elles font du business, vont devoir opérer avec des coussins de capitaux propres plus élevés pour faire face aux crises. Et ça veut dire un monde probablement moins optimisé, avec moins d'ingénierie financière, moins de dettes, mais aussi moins de croissance. Et donc une croissance beaucoup plus faible. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Moi je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque on voit bien que ce modèle économique de recherche de croissance infinie par suroptimisation met l'environnement, les inégalités, même la gouvernance, enfin, l'allocation de capital dans le mur en créant des crises, et donc on aura probablement une croissance beaucoup plus faible dans les décennies à venir, mais beaucoup plus durable, où le poids de l'extra-financier sera beaucoup plus important, et j'y reviendrai. Alors, ça peut paraître un peu pessimiste. En fait, dans ce monde de croissance faible, il y aura quand même des méga-tendances de croissance forte qui auront probablement en commun beaucoup la création de résilience. La transition énergétique, par exemple, qui devient un avantage compétitif pour les sociétés qui savent adresser l'efficience énergétique de leurs bâtiments, de leur chaîne de production, de leur chaîne d'approvisionnement, de leur process industriel, de leur flotte, dans un contexte d'augmentation des coûts de production quand vous relocalisez de la production plus proche du consommateur. La cybersécurité, on en a parlé un petit peu juste avant, dans lequel toutes les entreprises du monde vont devoir investir massivement. Les budgets de cyber dans le monde aujourd'hui, c'est 1% des dommages. Notre équipe de spécialistes, puisqu'on gère le plus gros fonds au monde de venture capital dans la cyber aux États-Unis, dit que pour que le système économique soit résilient, il faudrait que les budgets cyber soient à peu près 10% des dommages, donc multiplication par 10 des budgets cyber. Donc les apporteurs de solutions cyber, évidemment, sont sur des trajectoires de croissance extrêmement fortes. Digitalisation de l'industrie, digitalisation de l'économie, donc c'est là où les fintechs interviennent, probablement des trajectoires de croissance assez importantes, puisque quand vous rapatriez de la capacité de production industrielle ou des services, vous devez digitaliser pour rester compétitif. Et donc il y aura ces méga-tendances de croissance forte dans un monde de croissance faible. Deuxième chose, le désalignement d'intérêts entre les banques centrales et les gouvernements. Alors pourquoi je vous parle de ça dans une conférence sur les fintechs? Parce que ça a son importance notamment sur la liquidité et sur la trajectoire des taux d'intérêt. Les banques centrales vont continuer à lutter contre l'inflation. Alors on a probablement atteint un pic sur l'inflation cyclique et également un pic sur les taux d'intérêt court terme définis par les banques centrales. Mais notre test chez Tikehau depuis 3 ans, c'est que l'inflation revient pour des raisons également structurelles qui sont dues, on n'a pas le temps d'en parler là, mais à des effets démographiques, à des effets de mix énergétique et aux conséquences de la démondialisation,
qui sont, selon nous, inflationnistes, aussi au pivotement du business model de la Chine, qui va opérer dorénavant avec une devise plus forte pour dédollariser, pour créer un écosystème dans lequel leurs partenaires commerciaux seront incentivés à s'endetter et à commercer en renminbi. Pour ça, ils ont besoin d'une devise forte. La devise faible chinoise pendant la phase de mondialisation a été extrêmement générateur de désinflation. En parallèle, les déficits budgétaires des États développés vont continuer à se creuser. Malheureusement, les budgets militaires aux États-Unis ne vont pas baisser pour plein de raisons dont on n'a pas le temps de parler là. En plus de ça, les États-Unis doivent financer leur transition énergétique, on l'a vu ces dernières années à marche forcée, doivent financer également leur budget de santé, parce que la baisse de l'espérance de vie, qui est une exception, hein, c'est la première fois dans un pays développé en temps de paix que l'espérance de vie baisse, et c'était le cas des États-Unis l'année dernière, avec les opioïdes, l'obésité, le cancer, le diabète, commence à coûter très cher à l'État fédéral américain. Et donc la trajectoire budgétaire, 1,5 trilliard de dollars de déficit budgétaire dans un monde où on est au plein emploi aux États-Unis, c'est du jamais vu, avec des émissions de bons du Trésor qui ne font qu'augmenter et qui atteignent des niveaux records. 1,85 trilliard de dollars d'émissions de treasuries au deuxième semestre 2023, c'est un record. Même chose en Europe, hein, c'est un peu l'inverse. L'Europe n'avait pas à financer beaucoup de budget militaire à part la France et le Royaume-Uni. L'Allemagne, par exemple, devait juste financer son welfare state. L'Allemagne doit maintenant financer à marche forcée sa transition énergétique et puis doit financer également ses budgets militaires. Donc des déficits budgétaires qui augmentent. Et donc qui va acheter ces bons du Trésor? Eh bien, a priori, pas les banques centrales, pas la Chine, pas le Japon non plus, qui est le plus gros détenteur aujourd'hui de bons du Trésor américains, puisque la fin du yield curve management au Japon va rapatrier de l'épargne au Japon. Et puis les pays qui achetaient leur pétrole en dollars, qui devaient avoir des grosses réserves de change en dollars. Si vous prenez l'Inde, par exemple, aujourd'hui, l'Inde achète du pétrole russe dans sa devise, en roupies ou en renminbi, et donc n'a plus besoin d'avoir des réserves de change énormes en dollars, et donc eux aussi seront moins acheteurs de treasuries. Donc ces bons du Trésor vont devoir être absorbés par une population plus faible, à savoir les fonds de pension, les assureurs, et pendant que les fonds de pension et les assureurs feront ça, ils investiront moins dans l'économie réelle, dans le financement de la tech notamment. Alors en France, il y a des initiatives qui sont censées contrer ça, mais d'une manière générale dans le monde, on pense qu'il va y avoir un rarissement de la liquidité sur le financement des entreprises à cause de cela. Et donc, nous, on pense que c'est plutôt les taux d'intérêt longs qui sont trop bas, plutôt que les taux d'intérêt courts qui sont trop hauts. Et c'est pour ça qu'on n'est pas tellement d'accord avec les valorisations de marché, que ce soit dans le private equity ou dans les actions cotées telles qu'elles sont aujourd'hui. Troisième conséquence, troisième chose qui a beaucoup changé, pour la première fois depuis 15 ans, la liquidité a un coût et le capital a un coût. Donc ça, c'est extrêmement important pour les fintechs. On est probablement rentré dans une crise de liquidité relativement aiguë, dont les prémices se sont vues avec notamment l'immobilier en Chine, les banques régionales américaines, les cryptos, et puis maintenant l'immobilier partout dans le monde, le venture capital, et puis ça s'étend petit à petit. La liquidité se raréfie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour les fintechs et pour toutes les entreprises du monde que probablement la manière dont le capital est alloué va être de plus en plus prépondérante dans la génération de performances financières. C'est-à-dire que quand vous empruntiez très bas ou que vous leviez de l'argent très facilement, finalement l'allocation de capital était moins importante puisque le capital était abondant et pas cher. Quand le capital se raréfie, la manière dont vous allouez votre free cash flow, s'il y en a, la manière dont vous allouez les capitaux qu'on vous confie va être extrêmement importante dans la surperformance. Donc je pense que le monde les mondes des financiers va beaucoup plus regarder la qualité des retours sur capitaux investis dans les prochaines années, ce qui est de toute façon pour nous le meilleur indicateur de création de valeur économique pour une entreprise. Dernier point, les primes de risque dans le monde vont probablement continuer à augmenter. Beaucoup plus d'incertitudes, beaucoup plus de volatilité, beaucoup plus de dispersion. C'est un peu comme dans une course de vélo. Quand vous avez les vents dans le dos de la mondialisation et de la baisse des taux d'intérêt, ça profite à tout le monde. Tout le peloton en profite. Quand vous avez les vents dans le nez, seuls les meilleurs s'extirpent. Et donc cette dispersion va continuer à augmenter. L'augmentation des primes de risque, et donc ça veut dire que vous allez demander l'investisseur va demander un rendement plus élevé pour le risque qu'il prend, et ça aussi, ça va contribuer
à une différenciation énorme entre les différentes entreprises qui composent un même secteur, et donc ça sera aussi vrai pour le monde des fintech. Je finirai par dire que sur ces histoires de primes de risque, si vous réfléchissez à long terme, les endroits dans le monde où les primes de risque sont les plus comprimées, c'est les pays développés, puisque vous avez une stabilité juridique et une stabilité politique qui fait que le capital est moins cher dans ces zones-là, le travail est plus cher, et à l'inverse, dans des pays en développement, le capital est plus cher et le travail est moins cher. C'était un peu ça la répartition de valeur dans le monde entre les pays émergents et les pays développés. L'intelligence artificielle va probablement avoir un impact là-dessus. Si vous prenez les États-Unis qui sont en train de relocaliser leur écosystème de manière très, très forte, clairement si des zones comme ça, ou même l'Europe, arrivent à baisser le coût du travail ou augmenter la productivité grâce à l'intelligence artificielle tout en maintenant des niveaux de capitaux, d'un coût du capital moins élevé, ça va forcément avoir un impact sur les pays émergents, ça va déclencher des vagues de migration assez importantes et donc probablement des démocraties un peu plus déstabilisées et des primes de risque un peu plus élevées. Même chose sur l'impact de l'IA sur la déstabilisation des régimes démocratiques. Si vous avez des gens portés au pouvoir qui sont plus instables, plus imprédictibles, probablement que les primes de risque vont augmenter et donc on aura affaire à un monde où les primes de risque sont plus élevées. Donc ça peut paraître un peu pessimiste tout ça, mais en fait ça ne l'est pas du tout. C'est même, nous ça nous rend plutôt très optimistes, c'est facteur d'opportunité. Une des raisons pour lesquelles ça nous rend optimistes, c'est que, encore une fois, on pense que le poids de l'extra-financier va être prépondérant dans la génération de valeur financière. Dans un monde comme ça, les entreprises qui ne seront pas performantes sur des critères extra-financiers, et là la FinTech a clairement un rôle à jouer là-dedans sur l'aspect données, vont souffrir financièrement. On le voit déjà, hein, les entreprises, en tout cas dans nos business de dette privée ou de private equity, les entreprises qui sont sous-performantes sur ces critères extra-financiers et pas seulement environnementaux ont déjà accès à des pools de capitaux plus faibles, plus restreints, il y a moins de monde qui veut leur prêter ou rentrer à leur capital, le coût du capital augmente, le coût de la dette augmente et le coût de l'assurance augmente. J'étais avec le patron d'un assureur il y a 2 semaines qui me disait que la sinistralité climatique commençait déjà à avoir un impact sur les primes d'assurance pour les entreprises. Et donc dans ce monde-là, les entreprises qui sont vertueuses sur ces critères-là vont surperformer financièrement. C'est plutôt une très bonne nouvelle puisqu'on a besoin que le capital s'alloue vers les entreprises qui sont vertueuses pour avoir une chance d'arriver aux engagements climatiques qui ont été pris lors des accords de Paris. Voilà, je m'arrête là, j'ai 2 minutes d'avance et ça permettra de rattraper un peu le temps perdu. Merci.